Dans le livret, je reviens jeudi, un président qui doit réussir. Donc le président Evariste Ndayishimiye a l'obligation de réussir. Sinon, la situation serait vraiment intenable. Le Burundi célèbre 60 ans d'indépendance qui coïncide avec la célébration de 2 ans du leadership de Ndayishimiye. Parsem a sorti un livret d'analyse de la situation intitulé 60 ans d'indépendance, 2 ans de leadership de Ndayishimiye, de belles intentions et annonces, mais des contradictions subsistent. Quelle perspective, quelle trajectoire? Alors, nous analysons la période de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. La situation du Burundi actuelle, le niveau de vie du Burundi en 2022 est inférieur au niveau de vie du Burundi de 1962. D'abord, la population a augmenté de 6 fois, de 2 millions à 12 millions. Mais au lieu que la croissance économique suive l'évolution de la croissance démographique, la croissance a été ponctuée par beaucoup de crises politiques à caractère répétitif. Déjà en 1972, les experts ont montré que le PIB du Burundi a reculé de 6%. De 1993 à 2005, le PIB a reculé de 33%. La traversée du désert de 1993 à 2005. Dès l'arrivée au pouvoir du nouveau parti avec les organes des élections, de 2005 à 2020, là aussi la croissance a été mitigée. On n'a pas pu récupérer ce qu'on avait perdu pendant la guerre. Parce que, premièrement, en 2005-2010, le parti au lieu de s'attirer aux réformes, au lieu de mobiliser l'énergie pour faire avancer le pays beaucoup plus, le parti a été ankylosé par une crise interne, une crise Raja, vous vous souvenez de quoi, au lieu de se mobiliser. Donc, quand il y a un parti au pouvoir, a une crise au plus haut sommet, ça s'abat directement sur le pays. 2010, vous vous souvenez des factions de certains partis au pouvoir, le parti plutôt des partis d'opposition, le parti au pouvoir participer aux élections, tension, ADC, Ikibiri, jusqu'en 2015, où éclate la crise 3e mandat. Le 3e mandat, ça a été, est-ce que ça a été? Même l'économie a reculé. Vous voyez? Donc à partir de 2020, ça devait un leadership nouveau. Donc le président Evariste Ndayishimiye a l'obligation de réussir. Sinon, la situation serait vraiment intenable. Il a l'obligation de réussir. Dans le livret, je reviens jeudi, un président qui doit réussir. Sinon, l'histoire, telle que je viens de la résumer, vous comprenez, on a beaucoup perdu. Il est temps de se relever. Alors, mais je dis, vous savez, il y a de belles annonces de bas, ici, on crée ceci, mais le résultat reste mitigé. Le diagnostic d'un pays, c'est comme le diagnostic d'un malade. Quels sont les symptômes? Quelqu'un est malade, maux de tête, vomissement, diarrhée, fièvre. Quand on administre une thérapie, alors que les symptômes subsistent, ça veut dire que le médicament n'a pas eu son effet. Donc la température, c'est son secret qui manque, viande, qui consomme, le carburant, ciment, engrais, une façon de produire de première nécessité, des infrastructures qui ne se modernisent pas, la corruption qui continue à gagner les sphères publiques. Donc ça veut dire qu'au niveau des symptômes, donc la thérapie c'est quand il faut vraiment conduire à tenir. Il ne faut pas qu'il y ait des contradictions. En français, c'est là que il est difficile d'expliquer ça. Si vous êtes diabétique, vous ne pouvez pas guérir le diabète en consommant trop de sucre. Je vais guérir, mais je continue à consommer trop de sucre. C'est une contradiction. Même sur le pays. Donc nous disons, il y a 10 contradictions qu'il faut absolument lever. Première contradiction. On ne peut pas décorer économiquement alors qu'on n'accepte pas qu'on est pauvre. Quand on dit que la situation est normale, on pousse même l'outrecuidance à l'extrême en disant qu'on s'autosuffit. Pour guérir un mal, il faut d'abord l'accepter. Quand on dit que le Burundi est mal classé, il faut l'assumer, plutôt prendre des mesures. Comme quelqu'un qui serait malade, qui devait chercher un médicament. Deuxièmement, c'est la cohésion nationale et la réconciliation. On veut la cohésion nationale, on la chante, mais les documents de référence de la réconciliation, ils sont relégués au second. Beaucoup ne savent même pas le contenu. Combien de Burundi qui savent le contenu de la charte de l'unité, de l'accord d'Arusha pour la réconciliation? Vous les journalistes, combien savent le contenu de la charte de l'unité? Combien savent le contenu de l'accord d'Arusha pour voir au moins évaluer à quel degré ça devait nous faire arriver à la réconciliation? Troisièmement, c'est la trajectoire. On ne peut pas décorer économiquement sans une trajectoire, toute une vision, un modèle de développement. On a une vision 2025, on n'a pas évalué. On a un plan national de développement de 2018-2027, on évalue. On veut tenir un forum national pour le développement en novembre avec un agenda Burundi et 2040. Même les recommandations ne sortent pas. Il y a un hic. Les documents sont élaborés, mais
Ne nous accablez pas avec ces documents et ces recommandations. Donc, ce sont des formalités. Mais on dit qu'on veut décorer économiquement. Quatrièmement, on veut décorer économiquement alors qu'au niveau des nominations, les compétences, la moralité et les compétences dans la nomination des gens dans les sphères de l'administration, la mise en avant de la recherche scientifique, les experts. Donc, si on voit qu'on a une tendance où l'homme politique qui veut se faire, dire qu'il est plus intelligent, qu'il maîtrise tout, dit tout. À nos politiques, on ne fait que canaliser toutes les sommités de sciences, les scientifiques pour les experts, pour orienter le pays. Cinquièmement, on ne peut pas décoller sans stratégie de mobilisation des financements extérieurs pour combler le déficit du financement interne du développement. Vous allez vous endetter à la berbe avec les framboux, vous allez augmenter avec les framboux, sans augmenter la capacité en devise, le pays ne décollera pas. Donc il faut une stratégie en bonne et due forme de mobilisation de ressources extérieures. Et chaque type de financement extérieur a une stratégie qui lui est propre. C'est l'aide publique au développement, ce sont les investissements directs étrangers, c'est le partenariat public-privé, c'est l'emprunt auprès des partenaires techniques et financiers, c'est la mobilisation de financement sur les marchés classiques, les marchés financiers, c'est la mobilisation des fonds de la diaspora. Ils sont à 6. Chacun a une stratégie, mais on n'a aucune stratégie par rapport à ces types. Pour dire que les résultats sont toujours mitigés. La rareté des devises reste toujours une réalité. Et aussi la promotion des exportations. Quand on dit qu'on veut promouvoir les exportations, on n'a même pas un bureau de normalisation de contrôle de la qualité des produits. Mais on dit, nous voulons exporter. Exporter où? Sixièmement, on ne peut pas décorer économiquement avec une culture d'opacité budgétaire. La transparence de la gestion des finances publiques ici. Quand on dit à l'Assemblée nationale que certaines dépenses, certaines ne peuvent pas être parlées au grand jour au Parlement, ça c'est une contradiction. On ne peut pas décorer économiquement avec cette culture. Non. Septièmement, la corruption et les malversations économiques. On ne peut pas lutter contre la corruption sans stratégie claire. Une stratégie de lutte contre la corruption, basée sur le renforcement des institutions de lutte. Une justice qui punit. Les responsables sont identifiés. On ne peut pas lutter contre la corruption en disant simplement, monsieur, tu vas voler, tu vas détourner, et puis si on t'attrape, tu vas rembourser comme c'est un crédit que tu aurais contracté. Le reste, ça suffit. Mais quelque part, même, si dans la liste, même, un paysan qui vole une banane, il est mis au cachot directement. Ou bien un cambrioleur qui vole à la BCB. Est-ce qu'on peut lui dire à rembourser cet argent puis tu continues à te parler? Et ça se peut se faire. Mais quand vous volez au trésor public, ne vous inquiétez pas, on vous demandera de rembourser. Et non pas même dans la transparence pour savoir ce que vous avez fait rembourser. Ça, c'est non. Ça, ce n'est pas une lutte contre la corruption. Ça, c'est une contradiction. Huitièmement, c'est la politisation de l'administration. On ne peut pas décoller l'économie quand les affaires du parti ne sont pas séparées avec les affaires de l'administration. Le parti au pouvoir, l'administrateur ici, le parti au pouvoir en province, le gouvernement. Il y a une sorte de amalgame, on le voit. Il faut une administration efficace, très efficace, dépourvue il faut sortir, je dis en France, il faut sortir de l'administration du carcan du parti au pouvoir. C'est ça le terme que j'utilise. Du carcan du parti au pouvoir. Sinon, c'est une contradiction. Parce que quand les affaires du parti se mélangent avec les affaires de l'administration, bonjour les abus, solidarité négative, corruption, violation de la loi, des droits de l'homme. Et le parti, on le considère comme un bouclier protecteur de tous ceux qui commettent des sales besognes. 9. On dit on veut soutenir le secteur privé. Soutenir le secteur privé alors qu'on dit que la justice est l'affaire de l'État. Non. Quand la justice
On dit que la justice est sous la coupe de l'exécutif. Ça veut dire qu'un opérateur économique ne pourra pas porter plainte si on dit que le gouvernement, l'État, c'est toi qui contrôle la justice. J'imagine que la séparation des pouvoirs constitutionnels donne l'attitude du pouvoir judiciaire à pouvoir même frapper fort contre les acteurs du pouvoir exécutif qui sont rendus coupables des infractions. Les marchés publics. Le secteur privé, alors que les marchés publics ne sont pas transparents. La contrôle des monopoles. Le secteur privé, alors qui a déjà bénéficié des monopoles gratuitement comme ça, sans concurrence. Les incompatibilités. Tous les administratifs veulent être des commerçants ici et là. Premier fournisseur du sucre, premier fournisseur de quoi, de bière, tout ça, ciment, tout ça, c'est une cacophonie. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Il y a un réseau de haut cadre qui ne veut pas que la BB ait une capacité. Vous savez, il y a beaucoup qui ont investi dans des industries alimentaires de fabrication des jus. Quand on dit qu'on veut avoir un bureau de contrôle de la qualité des produits, ils essaient de baliser. Mais on dit, on veut décoller, on veut exporter. Et encore, on va l'État qui veut investir tout. Jusqu'à faire le commerce, l'État. Si tu veux développer le secteur humain, tu dis, vous les boutiquiers, les commerçants, quittez. Maintenant, c'est moi qui vais acheter la production, c'est moi qui vais vendre. Mission de l'État. Ça, ce n'est pas une mission de l'État. Il faut le dire. Ce sont des contradictions. Il faut le dire à haute et intelligible voix pour qu'ils soient levés. Sinon, dixième contradiction, c'est cette place de la religion dans les affaires d'État où certains risqueront de considérer que des solutions viendront miraculeusement. Non. Il n'y a pas de solution miraculeuse, même si on priait du lundi à samedi, il n'y aura pas de solution miraculeuse. Notre responsabilité reste. Certains cadres qui vont se cacher dans des croisades religieuses, comme ça, mais le lendemain, ils ne changent pas. On a organisé combien de croisades religieuses depuis? Quel est le rendement de ces croisades au niveau du changement de comportement de ces cadres? Non. Quand je dis que le président est un président qui doit réussir, bon, il doit réussir parce que, mais il y a une petite analyse SWOT qui identifie les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces. Les forces d'abord, il y a une situation très nécessiteuse de réforme qui peut attirer l'adhésion de tout le monde car soutenue par une grande partie de la population. La situation actuelle nécessite vraiment un changement, c'est visible. C'est une opportunité, c'est une force. Et une grande partie de la population soutiendrait ces réformes et ce changement. Deux, on a un potentiel de ressources naturelles évident. Secteur touristique, les mines, les quoi. Mais on continue à dire, nous avons des mines, mais rien comme dans le trésor public. Pourquoi? Et ce sont ces cadres qui ont géré ça. Même si on a organisé des croisades religieuses, voilà le résultat de ces cadres au niveau de la gestion des mines pendant 20 ans. Ça veut dire qu'il n'y a pas un changement. C'est un exemple. Exemple des documents de référence, le plan national de développement, l'accord d'Arusha, la charte de l'unité nationale. Tout cela c'est une force parce qu'on des documents de référence. La tenue du forum économique et ses recommandations très pertinentes formulées par des experts bien choisis. Très récemment. Mais n'y a-t-il pas de recommandations qui sont sorties du forum? Ce n'est pas une force. Où sont ces recommandations? La politique géostratégique du Burundi, plaque tournante. La constitution qui donne l'attitude au président de la République maintenant. Il ne peut plus se fier aux partis politiques, donnez-moi des cadres. Il peut choisir des hommes compétents. C'est une force pour un président. Pour réformer un pays. Ça, c'est une force de son excellence, monsieur le président. Et encore, l'autre force, c'est le pouvoir. Son pouvoir est reconnu au niveau mondial, international et au niveau local. Personne ne conteste la légitimité du pouvoir. C'est un pouvoir vraiment accepté, légitime, reconnu au niveau international et au niveau local. Les faiblesses, alors, c'est ce passé qui ne passe pas. Nous avons un passé qui ne passe pas et qui pèse encore lourdement sur la cohésion nationale. Il y a beaucoup de cadres qui continuent à afficher un comportement réfractaire
aux réformes, animés dans certains instincts grégaires. Ils essaient de s'autoprotéger dans des groupes de résistance aux réformes. Et le président nous dit souvent. Mais il faut casser. Parce que la grande partie au niveau de la force soutient ce changement. Bon, c'est l'autre faiblesse, c'est l'insuffisance des moyens financiers, les opportunités qui s'offrent. Il y a la reprise de la coopération avec les bailleurs d'offres. On le voit. L'Union européenne, les États-Unis, d'autres sont en train de revenir. Fin progressive de l'isolement diplomatique du pays, du Burundi. Il n'y a plus d'isolement diplomatique du Burundi. L'intégration de la RDC à l'East African Community pour agrandir le marché ici sous-régional. Ça, c'est une opportunité. Les menaces, les chocs externes quand même existent encore face auxquels le Burundi reste impuissant. Par exemple, la crise du pétrole, la crise en Ukraine, les chocs externes existeront toujours. Mais il faut justement un plan de résilience. La menace sécuritaire sous-régionale, problème de relations diplomatiques, Burundi, Rwanda, RDC, Congo. Il y a toujours un climat qui pèse rudement sur la fraternité et le renforcement du commerce transfrontalier, qui doit aussi être le garant du décollage. Et pour ça, je nous souhaite bonne chance au président, pour les forces, mais nous disons il faut lever cette contradiction pour tourner vers un chemin. Il est encore trop tôt. La stratégie toujours, c'est de s'appuyer sur les forces en concevant un plan de mitigation des faiblesses et des menaces, et puis profiter des opportunités. S'appuyer aux forces, comprendre les forces, casser les faiblesses, se protéger contre les menaces. Tout y parvient. La stratégie finit par être mise en exécution. La pauvreté n'est pas une fatalité. Il y a même des pays qui étaient plus pauvres que le Burundi maintenant qui ont pu s'en sortir. Je vous remercie.